Chers amis, bonjour. Je me trouve à Bruxelles, ma ville natale. Et si j'aime aujourd'hui y vivre, ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'avant, Bruxelles et moi, c'était amour-haine. Il m'arrivait de la trouver terne, incohérente, et même sans intérêt. Pourtant, moi, petit Belge passionné de poésie et qui rêvait de Paris, j'ai découvert au fil de mes lectures que bien des poètes parisiens ont délaissé la ville lumière pour venir s'installer ici. Alors je sais, des Français qui viennent vivre en Belgique, ça n'a rien d'original. Mais l'homme dont nous allons vous parler aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Avril 1864, il pose ses valises gare du Midi. Profession, poète. C'est encore un illustre inconnu. Mais il sera bientôt l'un des plus célèbres et des plus sulfureux d'entre eux. Alors qui est cet homme et que venait-il faire à Bruxelles? Je vous raconte ça dans mon petit théâtre, suivez-moi, c'est parti. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Poète maudit parmi les maudits, dandy parmi les dandys, et fournisseur de légendes Instagram pour adolescents névrosés, on connaît Baudelaire pour ses fleurs du mal ou ses poèmes en prose. On sait parfois aussi qu'il s'est intéressé au hashish. Mais saviez-vous que Baudelaire a vécu à Bruxelles J'adore Baudelaire. et qu'il a beaucoup aimé les Belges? Les Belges sont un peuple siffleur, comme les sots oiseaux. C'est une habitude d'enfance incurable, affreuse laideur des enfants. Pouilleux, crasseux, morveux, ignoble. Même propre, il serait encore hideux. Alors, il en pense quoi, le pauvre Belge? D'un côté, j'adore Baudelaire, mais de l'autre, je ne peux que m'interroger. Mais que t'avons-nous fait, mon cher Charles? Il répond pas, hein. Et non, puisqu'il est mort en 1867. Alors Hélène, comment allons-nous répondre à cette question? 1821, à Paris. Maman a 27 ans, papa en a 61. Son vieux père fonctionnaire est aussi peintre et poète à ses heures perdues. C'est lui qui initie son fils à la beauté. Malheureusement, il meurt, alors que le petit Charles n'a que 5 ans. Sa mère épouse alors Jacques Opic, un général d'armée. Charles est un écolier moyen. Doué, certes, surtout en vers latin et en français, mais hélas, il n'en fiche pas une. Par contre, quand beau papa se fâche, là, il promet qu'il va s'y mettre. Et ça, Hélène, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Parce que c'est un schéma qui se répète sans cesse dans la vie de Baudelaire. Il se laisse aller, procrastine, puis il se reprend brusquement en main en prenant 1001 bonnes résolutions. Comme s'il avait besoin de se laisser glisser, dangereusement, jusqu'à la faute. Et la faute, la voici. Baudelaire est en dernière année, au lycée Louis-le-Grand. D'abord, un professeur déplore ses allures pleines de bizarreries. Puis, quelques mois plus tard, le proviseur écrit à son beau-père. Je vous renvoie ce jeune homme, qui était doué de moyens assez remarquables, et qui a tout gâté par un mauvais esprit. De nouveau, Baudelaire promet qu'il va s'amender et passer son bac. De fait, il l'obtiendra quelques mois plus tard, sans éclat. Après quoi, il s'inscrit en droit, sans doute pour faire plaisir à son beau-père, qui le verrait bien devenir diplomate. Charles, diplomate? Trop tard. Il a goûté au plaisir de Paris et fréquente la bohème du quartier latin. 1839, premières amourettes. Les premières dettes. C'est probablement à cette période qu'il attrape cette vilaine syphilis qui ne le lâchera jamais. Avec son beau-père, la tension monte, et le général ne croit plus aux promesses de son gendre. Inquiet pour son avenir, il convoque alors un conseil de famille. Décision est prise de l'envoyer à l'autre bout du monde pour l'arracher au pavé glissant de Paris. Le général écrit. Poète, peut-être. Mais poète ayant puisé son inspiration à de meilleures sources que les égouts de Paris. Donc attends, là on décide de l'avenir de Charles sans lui? Bah, il a quoi? Il a 20 ans? Oui, alors certes, à l'époque la majorité est à 21 ans, mais oui, c'est un peu infantilisant. Juin 1841. Baudelaire embarque sur le paquebot des mers du Sud, direction Calcutta. Beau-papa et maman espèrent que l'air du large lui remettra les idées en place. Cette traversée, marquée par la rencontre avec un violent typhon, laissera une empreinte exotique dans l'âme de Baudelaire, dont on sent le parfum dans nombre de ses poèmes. Dites, qu'avez-vous vu? Nous avons vu des astres,
et des flots. Nous avons vu des sables aussi. Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés. Comme ici. S'il est fasciné par la beauté des soleils couchants, Baudelaire s'ennuie effectivement et ne brûle que de revoir Paris. Refusant de quitter sa cabine et ses livres, il s'embrouille avec l'équipage. Aussi, à la première escale, à La Réunion, il décide de rentrer en France. Il écrit au général. Je crois que je reviens avec la sagesse en poche. Quelques semaines plus tard, le revoici à Paris. Il retrouve ses amis chevelus, compose les premiers poèmes des Fleurs du Mal, et surtout, il rencontre Jeanne Duval, actrice et métisse. Le scandale. Maintenant, Baudelaire a 21 ans. Il est enfin majeur. Il met la main sur l'héritage de son père, 100 000 francs. Le voilà libre de dépenser son argent comme il l'entend. Hélas, flambeur parmi les flambeurs, Charles dilapide ce patrimoine en un rien de temps. Appartement sur l'île Saint-Louis, meubles, vêtements, tableaux, bibelots. Le dandysme et l'amour de Jeanne ont un prix. Et Baudelaire vit très largement au-dessus de ses moyens. 18 mois plus tard, Baudelaire a englouti la moitié de son héritage. La suite, vous la voyez venir. Convocation du conseil familial. Baudelaire réclame un sursis, mais ses prières n'y font rien. Puisque Baudelaire gère son argent comme un môme, il sera traité comme un môme. Et voilà Charles, qui du haut de ses 23 ans, se voit placé sous tutelle. Après avoir dépensé près de 50 000 francs en moins de 2 ans, il ne touchera plus que 200 francs par mois. Autrement dit, de l'argent de poche. Donc attends, à 21 ans, il accède à la majorité et à 23 ans, on lui retire. Ouais. Baudelaire n'aura été adulte que 2 ans. À nouveau, son destin lui échappe et d'autres décident pour lui. Il se souviendra toujours de cette décision comme d'une insupportable humiliation. Et économiquement, il ne sortira plus jamais la tête de l'eau. Point de non-retour. Le général ne veut plus entendre parler de son gendre. Du coup, les relations entre Charles et sa mère en pâtissent. Ils ne se voient presque plus. Dans les années qui suivent, le dandy flamboyant sombre dans la misère. Il ne cesse de déménager, fuyant les huissiers. On lui connaîtra près de 50 adresses différentes. Bon, petit rayon de soleil quand même. C'est à cette période que Baudelaire rencontre son âme sœur. Edgar Allan Poe. Ce qu'il aime chez l'auteur américain, son sens du bizarre et son goût pour le macabre. Baudelaire est fasciné par l'œuvre de Poe dont il devient le traducteur obsessionnel. Tu veux? C'est du hashish. C'est ainsi, sous forme de confiture, que Baudelaire le consomme, en compagnie de ses amis du club des hashichins, Théophile Gautier, Balzac et de Nerval notamment. Il raconte cette expérience dans ce petit livre, Les paradis artificiels. Et dans ces mêmes années, durant la fièvre révolutionnaire de 48, des Parisiens verront le poète enragé sur les barricades, fusil en main, et l'entendront hurler « Mort au général! Au pic !» Et puis, en 1853, notons que le décor de sa vie, Paris se métamorphosera irréversiblement. En effet, le baron Haussmann, sous l'impulsion de Napoléon III, va lancer un chantier pharaonique qui fera disparaître en un rien de temps le vieux Paris, dans lequel le poète aimait tant flâner. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Le monde change, la modernité galope, effrayant Baudelaire autant qu'elle le fascine. Il quitte Jeanne, Jeanne le quitte. Il contracte de nouvelles dettes, sa syphilis s'aggrave, l'obligeant à augmenter ses prises d'opiacés. Conclusion, Charles est encore jeune, mais il semble déjà si vieux. Et puis, maintenant, en 1857, Baudelaire a 36 ans. Il tient enfin sa revanche. Voilà 15 années qu'il composait obsessionnellement les Fleurs du Mal, et désormais, le bouquin est achevé. Baudelaire en est certain. Le monde va enfin le reconnaître à sa juste valeur. L'argent viendra. Les huissiers le laisseront enfin respirer. Et surtout, son beau-père comprendra combien il s'est trompé. Contrairement au pessimisme que l'on associe habituellement à l'œuvre de Baudelaire, le Baudelaire biographique manifeste un optimisme très surprenant, touchant même. Hélas, ironie du sort, 2 mois avant la parution des Fleurs du Mal, le général Opic passe l'arme à gauche. Son bourreau de beau-père ne connaîtra jamais rien des succès de son petit Charles. Mais quel succès! L'apparition des Fleurs du Mal passera quasiment inaperçue. L'incroyable reconnaissance ne viendra que longtemps après sa mort, comme toujours lorsqu'on parle de poète maudit. Après la sortie des Fleurs du Mal, une critique paraît dans le Figaro. Jamais on ne vit mordre, ni même mâcher,
Autant de saints dans si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, oui, de démons, de fœtus, de diables. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences. Si cette critique est pour Baudelaire un éloge, elle n'en attire pas moins le scandale. Ainsi, le ministère public engage des poursuites contre le poète pour cause d'immoralité, et la police de saisir tous les exemplaires des Fleurs du Mal. D'abord, Baudelaire en tire une certaine fierté. Quelques mois plus tôt, c'était Flaubert et Madame Bovary qui passaient devant le même procureur Pinard. Et tout comme Gustave, Charles espère recueillir les fruits juteux du scandale et être acquitté. Hélas... Attendu que Baudelaire et ses éditeurs ont commis le délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, le tribunal condamne Baudelaire à 300 francs d'amende et ordonne la suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87. Le prince des nuées s'écrase dans la boue. À toutes les humiliations s'ajoute l'implacable sentence de la justice. Plus que jamais, Baudelaire se sent incompris, même s'il eut quelques timides soutiens, comme celui de Victor Hugo. Une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir. Ce qu'il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu'il appelle sa morale. Et comme si cela suffisait pas, Jeanne est frappée d'hémiplégie. Le poète prend en charge son hospitalisation, témoignant là d'une certaine fidélité. On pourrait croire Charles abattu, mais ce serait mal le connaître. Notre ami se lance dans une nouvelle édition des Fleurs du Mal. Il entreprend également d'entrer à l'Académie française, de devenir directeur du théâtre de l'Odéon et rêve même de la Légion d'honneur. Rien que ça. Où trouve-t-il cette foi? Bon, évidemment, il n'entrera ni à l'Académie, ni ne deviendra directeur de l'Odéon. Mais Baudelaire n'abdique pas. Jamais. En 1863, tandis que sa syphilis l'assaille et qu'il a dépassé la quarantaine, ses espoirs renaissent. Cette fois-ci, il porte le nom d'une ville. Baudelaire y espère ce que la France lui refuse, la reconnaissance. Sûr de sa postérité et de son talent, le poète veut forcer le destin. En ces années, la Belgique est toute jeune, plus jeune que Baudelaire. Et la Belgique est à la mode, parce qu'à chaque fois que ça éclate en France, C'est-à-dire souvent. Bruxelles accueille les indésirables de Paris. C'est à BX que les choses se passent. En effet, tout ce que Napoléon III censure en France circule dans la capitale belge. Cette liberté d'expression ne peut qu'attirer Baudelaire, qui ne connaît que trop bien la censure. En outre, un cercle littéraire a proposé à Baudelaire de donner des conférences. Charles imagine la Belgique comme un Eldorado pour poètes. En effet, quelques années plus tôt, exilé à Bruxelles après avoir été expulsé par Napoléon III, Victor Hugo a été convié à un immense banquet organisé pour célébrer l'apparition des Misérables. En plus, La Croix, son éditeur belge, avait déboursé 300 000 francs pour le manuscrit. Et rappelons que Baudelaire ne vit qu'avec 200 francs par mois. On comprend mieux ce qui attire à Bruxelles, celui qui se voit l'égal de Victor Hugo. Pour toutes ces raisons, le 24 avril 1864, Charles Baudelaire débarque gare du Midi. Il pense rester 2 semaines à Bruxelles. Il y demeurera 2 ans. Au départ, Baudelaire semble heureux. Il loge dans un petit hôtel situé rue de la Montagne, pas loin de la Grand Place, qu'il admire. Il visite la ville, flâne dans ses rues médiévales. Il écrit. Dans une ville qu'on ne connaît pas, tout est beau et excitant. J'ai passé la journée d'hier à errer. Le 2 mai, Baudelaire donne sa première conférence. Il a choisi de parler du peintre Delacroix. Le public est au rendez-vous. Messieurs, il y a longtemps que j'aspirais à venir parmi vous. Il y a quelques jours, un de mes amis me disait « C'est singulier, vous avez l'air heureux. Serait-ce donc de n'être plus à Paris ?» En effet, messieurs, je subissais déjà cette sensation de bien-être, nourrie par une atmosphère de liberté et de bonhomie à laquelle nous autres Français nous sommes peu accoutumés. Cela, surtout, quelques mois. Que la France n'a jamais traité en enfant gâté. Cette première conférence est encourageante. Les critiques le félicitent, même s'ils notent qu'il n'est pas un très bon orateur. Toutefois, si Baudelaire encense son public, diplomate ou hypocrite, ses mots ne sont plus les mêmes lorsqu'il écrit à sa mère. On dit ici que ma conférence est un succès énorme. Mais entre nous, tout va fort mal. Je suis arrivée trop tard. Il y a ici une masse immense de cervelles vides. Pour tout dire, tous ces gens sont plus bêtes que les Français. Chassé le naturel, il revient en galop. Si cette première conférence n'est pas un échec,
Les suivantes virent au fiasco. Charles perd ses moyens, bafouille, ironise. Bref, les conférences restantes sont annulées. Et pour parfaire l'humiliation, Lacroix, l'éditeur belge qui avait couvert d'or Victor Hugo et que Baudelaire a invité à toutes ses conférences, eh bien Lacroix n'est tout simplement jamais venu. Bon, qu'à cela ne tienne. Charles décide d'organiser sa propre conférence. Il invite tout ce que Bruxelles contient d'amateurs d'art, de critiques, et à nouveau, Lacroix. Somptueuse maison de maître neuve, gâteaux et vin à profusion. Cette fois-ci, c'est la bonne. 5 personnes. Seules 5 personnes ont répondu à son invitation. C'est une catastrophe. Et inutile d'ajouter que Lacroix l'a encore snobé. À sa mère, il écrit « Voyant que j'ennuyais tout le monde, j'ai interrompu ma lecture et me suis remise à boire et à manger. Mes 5 amis étaient honteux et consternés. Moi, je riais. Si Baudelaire rit, c'est d'un rire jaune, car outre ses amères désillusions, il a appris que Jeanne, restée à Paris et dans son cœur, est devenue aveugle. Côté santé, Charles aussi souffre le martyre. Bref, sa malédiction l'a rattrapé. Tout a échoué. J'ai été malade pendant 2 mois et demi. Le joli voyage. Cependant, je veux qu'il me serve à quelque chose et je fais un livre sur la Belgique. Et voilà, nous y sommes. Tous les ingrédients sont en place pour voir naître l'un des livres les plus haineux de l'histoire des relations franco-belges. Accrochez-vous, c'est parti. Commençons par une observation digne des plus grands ethnologues. Le Belge sait manger sa soupe tout seul, avec une cuillère. Il sait même se servir d'une fourchette et d'un couteau, quoique sa gaucherie témoigne qu'il aimerait mieux déchirer sa proie avec ses dents et ses sales griffes. Vient ensuite le côté guide de voyage. Touristes, attention. La Faro, bière préférée des Bruxellois qu'ils brassent avec l'eau de la Seine, la rivière locale, est une bière bue 2 fois. Autrement dit, les Bruxellois boivent leur urine. Car oui, le Belge adore le pipi et le caca. C'est bien connu. Dans une petite rue, 6 dames belges pissant par le passage. Difficile de ne pas sentir, même dans la rue, la puanteur d'une dame belge ainsi que celle de sa fille. En outre, le Belge, en plus d'avoir les pieds de travers, rit pour tout et n'importe quoi. Baudelaire nous expliquant qu'il suffit de dire qu'il fait beau pour voir le Belge éclater de rire. Claude, il fait beau. Zeg, Hélène, tu sais continuer à Sublift ? Parlez le flamand ou le français, mais gardez-vous, nous vous en prions, de parler ces 2 langues ensemble. Oh, oh! Si vous saviez combien ce langage défigure une jolie bouche! Mais encore ? Dois-je remercier Dieu de m'avoir fait français et non belge? Charles, je vais finir par le prendre mal. Il est aussi difficile de définir le caractère belge que de classer le belge dans l'échelle des êtres. Il est singe, mais il est aussi mollusque. Blop blop. Je ne serai pas ennemi d'une invasion ou d'une razzia à la manière d'Attila. Tout ce qui est beau pourrait être porté au Louvre. Tout cela ne nous appartient plus légitimement qu'à la Belgique, puisqu'elle n'y comprend plus rien. La Belgique est un bâton merdeux. C'est là, surtout, ce qui crée son inviolabilité. Ne touchez pas à la Belgique! Bon, merci Hélène, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça, c'était pour la partie la plus pathologique. Mais il y a tout de même autre chose dans ce livre. Presque comme un projet politique dont Baudelaire parlait en ces termes dans sa correspondance. Le but de ce livre satirique est la raillerie de tout ce qu'on appelle progrès. Ce que j'appelle, moi, le paganisme des imbéciles. Est-ce clair ? En fait, pour Baudelaire, la Belgique de 1860, jeune État à la jeune Constitution, représente une cible idéale parce qu'il exècre le progressisme. D'ailleurs, certaines de ses remarques pourraient résonner singulièrement à l'oreille d'un Belge d'aujourd'hui. Par exemple, un roi constitutionnel est un automate en hôtel garni. Ou encore, il n'y a pas de peuple belge proprement dit. Il y a des races flamandes et wallonnes. La Belgique, harlequin diplomatique. Enfin, terminons par un morceau un peu plus tendre. Un pays si souvent conquis et qui a pu, malgré l'intrusion si fréquente des étrangers, obstinément garder ses mœurs, devrait ne pas tant affecter de frayeur. Ce petit peuple
et plus fort qu'il n'en a l'air. En réalité, Baudelaire s'inscrit dans une longue tradition française. Il n'est ni le premier, ni le dernier à s'être essayé à cet exercice d'éreintage du plat pays. On peut citer Voltaire, Stendhal et même Houellebecq. Disons que Baudelaire est celui qui a été le plus mordant. Après tous ces échecs, Charles conjure le spleen de Bruxelles en faisant du tourisme. Il apprécie Malines et surtout Namur, où vit son ami Félicien Rops, le peintre belge, qui est pour lui le seul vrai artiste du pays et le seul belge sachant causer français. En septembre 1864, Nadar est à Bruxelles. Le grand photographe est aussi touche-à-tout et il fait la promotion de Vol en montgolfière, ici à l'occasion de la fête nationale belge. Le décollage aura lieu au Botanique. Tout le gratin y est convié. Il y a le roi Léopold, Charles Rogier, le Premier ministre, et Baudelaire fait partie des heureux élus invités à s'envoler. Il écrit « Si par hasard j'étais encore ici le 25, ce qui m'est bien douteux, je partirais avec Nadar, qui m'a gentiment offert une place dans sa nacelle. Fuir ce sale peuple en ballon, aller tomber en Autriche, en Turquie peut-être, toutes les folies me plaisent pourvu qu'elles me désennuient. » Mais le ballon décollera sans lui. On raconte que Baudelaire s'est débiné à la dernière minute ou qu'il a dû laisser sa place à un invité plus important. Et tandis que le ballon de Nadar gagne les hauteurs, Baudelaire est au plus bas. Le 1er janvier 1865, il écrit à sa mère « Mon principal devoir serait de te rendre heureuse. Je pense quelquefois avec un frisson que Dieu peut me retirer brusquement cette possibilité. Je te promets, d'abord, que cette année, tu n'auras à subir de ma part aucune demande de secours. Je te promets aussi qu'aucune journée de l'année ne s'écoulera sans travail. Infailliblement, la récompense doit être au bout. » Même au fond du gouffre, Baudelaire reste fidèle à son espérance inébranlable. Hélas, la récompense tant espérée ne viendra pas. De son vivant, du moins. 18 mars 1866. Baudelaire est à Namur avec ses amis Félicien Rops et Auguste Poulet-Malassis, son éditeur. Charles n'est pas malheureux, il apprécie les Wallons qu'il trouve goguenards et bienveillants. Il visite l'église Saint-Loup d'un style baroque qu'il admire. Et tandis qu'il contemple les confessionnaux, Baudelaire est pris de vertige. Soudain, il chancelle, avant de s'effondrer sur le parvis de l'église. Le lendemain, de retour à Bruxelles, Baudelaire est confus. Il demande qu'on lui ouvre les portes du train. Problème, elles sont déjà ouvertes. Son cerveau est atteint. La syphilis sans doute. 2 semaines plus tard, le poète perd la parole et se retrouve partiellement paralysé. Il ne peut s'exprimer qu'avec des gestes et ne parvient à articuler qu'un seul mot. Crénon, le putain de l'époque. Ses amis le transportent à la clinique Saint-Jean, près de la place des Martyrs. Et c'est dans cette même clinique que 7 ans plus tard, Arthur Rimbaud sera soigné, après le fameux coup de pistolet tiré par Verlaine. En tout cas, quoi qu'ait pu raconter Baudelaire sur sa solitude, les amis français et belges sont nombreux à son chevet. Et sa mère a même quitté Honfleur pour le rejoindre. Hélas, le poète a sombré dans un état quasi végétatif. On raconte toutefois qu'il avait encore assez d'énergie pour repousser à coups de crénon les bonnes sœurs qui le harcelaient pour qu'il fasse un signe de croix. Et puis, quelques mois plus tard, ses amis l'ont transporté dans une clinique à Paris où son état va connaître des hauts et des bas. Comme à notre époque, des journaux annoncent régulièrement la mort de Baudelaire alors qu'il vit encore. Car la légende est prête à surgir. Petit à petit, une nouvelle génération de poètes découvre ces fleurs du mal en frissonnant. Depuis ses limbes, Baudelaire eut-il vent de ce succès tardif ? Le 31 août 1867, un an après son accident à Namur, les yeux du poète se ferment une dernière fois. Ô mort, vieux capitaine, il est temps. Levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Après tout ce qu'on vous a raconté, j'espère que vous conservez un peu de tendresse pour Baudelaire. De toute façon, vous avez bien compris que Pauvre Belgique en dit plus long sur son état psychique et sur sa frustration que sur notre pays. Le livre n'a été publié qu'en 1925, soit bien longtemps après sa mort. On ne sait pas si Baudelaire l'aurait publié tel quel. Il avait quand même l'habitude d'être plus subtil. Et surtout, il y a une dernière chose que je vous ai pas dite.
Et c'est peut-être la plus importante. Baudelaire considérait Pauvre Belgique comme un brouillon, comme un essayage de ses griffes. Son grand projet, son véritable projet, c'était d'écrire un livre encore plus atroce, encore plus méchant, mais contre la France. Hélas, il est mort avant de le faire, nous laissant, nous autres, pauvres Belges, avec ce fardeau terrible sur les bras. Pauvre Belgique, pauvre France, pauvre humanité, pauvre Baudelaire, n'est-ce pas ?